Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur et ne sont nullement représentatifs du discours officiel sur ce sujet. Voici notre chère planète Terre, notre maison cosmique. Si tout le monde connaît dans les grandes lignes ses caractéristiques, telles que l'on nous les a enseignées, comme ses dimensions, son satellite naturel ou sa position dans le système solaire, son histoire avec un grand H reste toujours la source de nombreux mystères. Il n'est pas question ici d'aborder la théorie infondée de la Terre plate, qui relève d'un manque total de connaissances astronomiques et de sens de l'observation. Nous allons dans cette vidéo nous pencher sur différents points, sur différentes preuves factuelles, visant à démontrer que notre planète a connu il y a quelques milliers d'années seulement un basculement de sa croûte terrestre, entraînant une modification du positionnement de son équateur. Cette vision de l'histoire de la Terre est plus connue sous l'appellation de la théorie de l'équateur penché. Car comme nous allons le voir, notre équateur actuel n'a visiblement pas toujours été placé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour résumer très sommairement cette théorie fort intéressante, disons que l'équateur que nous connaissons aujourd'hui fut auparavant incliné d'environ 30 degrés, modifiant de ce fait tout l'écosystème de la planète. Les différentes zones climatiques, qu'elles soient polaires, tropicales, tempérées ou désertiques, auraient alors offert un visage totalement différent à notre belle planète bleue. Mais avant d'aborder les différents points pouvant étayer cette théorie, revenons d'abord sur les bases des caractéristiques de la Terre. Notre chère planète fait partie du système solaire, comportant officiellement 8 planètes, 4 telluriques, rocheuses, et 4 géantes gazeuses. Ces deux types de planètes sont séparés par la ceinture d'astéroïdes, placée entre Mars et Jupiter. Tous ces corps célestes orbitent autour d'une étoile centrale, une naine jaune que nous appelons communément le Soleil. La Terre se place pour sa part en 3e position en partant du Soleil, juste après Vénus et Mercure. Notre planète est la plus massive des planètes telluriques et date d'environ 4,5 milliards d'années. Elle mesure approximativement 40 000 km de circonférence, tourne sur elle-même en 24 heures et met un peu plus de 365 jours pour faire une révolution autour du Soleil. Jusque-là, vous me direz, je ne vous apprends rien de bien nouveau. Mais ce qu'il y a de bien avec cette planète, comme l'a dit Bouddha, c'est l'impermanence. Comprenez par là que, sur Terre, tout est toujours en perpétuelle modification. Rien n'est immuable. L'un des exemples les plus parlants de cette impermanence terrestre est certainement la dérive des continents. Nous avons tous appris que les terres émergées de notre planète n'ont pas toujours été telles que nous les connaissons aujourd'hui. À l'origine, il y a de cela de nombreuses lunes, tous les continents que nous connaissons actuellement n'en formaient qu'un seul et unique, la Pangée. Ce monocontinent s'est ensuite fractionné sous la pression des forces telluriques de la Terre pour donner naissance aux différentes plaques continentales qui, naviguant sur l'océan de magma que renferme la planète, ont peu à peu dérivé jusqu'à la configuration que nous connaissons aujourd'hui, avec les continents nord- et sud-américains, africains, eurasiens, indiens, océaniques et antarctiques. Tout ceci est la vision officielle et linéaire des choses, au même titre que le principe darwinien d'évolution, où l'on part d'une cellule pour arriver à des êtres complexes. Nous sommes donc partis d'un monocontinent qui s'est divisé pour former les continents que nous connaissons aujourd'hui.
Mais cette dérive des continents s'est opérée sur plusieurs centaines de millions d'années, le tout sur une planète en rotation autour d'un axe nord-sud. Ce système de rotation génère un équateur, une ligne divisant l'astre en deux parties égales et en deux hémisphères, nord et sud. Cette ligne imaginaire est fixe puisqu'elle dépend de l'axe de la planète. Lorsque les continents se déplacent, sur des millions d'années, ils peuvent donc se retrouver au niveau de l'équateur ou au contraire en être repoussés. L'impermanence terrestre pousse donc les continents à se trouver tantôt à un point de la planète, tantôt à un autre. Mais ceci se déroule sur des millions, voire des milliards d'années. Or, de nombreux points viennent appuyer le fait qu'un bouleversement brutal et de grande ampleur s'est produit il y a quelques milliers d'années seulement, provoquant en un laps de temps extrêmement court un basculement de la croûte terrestre, modifiant ainsi l'ensemble des zones climatiques de la planète. Nous allons examiner plusieurs faits démontrant que cette théorie est tout à fait plausible et même fortement envisageable, pour ne pas dire évidente. Les plus anciennes cartes connues, tout comme les textes les plus anciens, nous démontrent tous que l'humanité que nous connaissons a toujours connu la géographie de la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Les tablettes sumériennes datant de plus de 6000 ans ne dénombrent aucun changement entre la position actuelle des continents et celle de cette époque. Il en va de même pour les papyrus de l'Égypte antique ou les textes hindous remontant également à plusieurs milliers d'années. Il semblerait donc que l'humanité ait toujours parcouru la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais ce serait sans compter sur des découvertes et observations qui nous démontrent que juste avant le début de l'histoire, avec un grand H, les choses n'étaient pas exactement pareilles. Pris séparément, ces faits pourraient parfaitement soit passer inaperçus, soit être expliqués par diverses causes, toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Pourtant, quand toutes les pièces de ce puzzle historique seront mises en place, vous constaterez la véracité de cette théorie. La première pièce de ce puzzle est certainement l'un des artefacts les plus chers au cœur des chercheurs de vérité, et aussi l'un des plus connus et commentés. La carte de Piri Reis. Nous n'allons pas dans cette vidéo débattre de son origine ou de son authenticité. Nous allons nous pencher sur les informations uniques qu'elle nous délivre. Cette carte fut dessinée par l'amiral turc Piri Reis en 1513. Ce dernier a affirmé plus tard l'avoir copié d'un ancien document, lui-même issu de copies de copies. Il semblerait donc que l'origine de cette carte remonte à une date bien antérieure. Cette carte nous révèle un fait extrêmement troublant. Elle montre clairement, et avec précision, les côtes du continent antarctique dénuées de glace. Plus précisément, cette carte décrit les terres de la Reine Maude, un vaste territoire situé au nord-ouest du continent antarctique, aujourd'hui recouvert par une calotte de glace de plusieurs dizaines de mètres. Quand nous disons aujourd'hui, cela englobe également le XVIe siècle, l'époque à laquelle Piri Reis a dessiné cette carte. Les données récentes du XXe siècle, les cartographies satellites et observations radar, ont démontré que les reliefs, les fleuves ainsi que les côtes de la carte de Piri Reis correspondaient exactement à ceux de ce continent s'ils se retrouvaient dénués de glace. Il semblerait donc que les personnes ayant dessiné la carte originelle, ayant par la suite été recopiées à maintes reprises avant de finir entre les mains de l'amiral turc du XVIe siècle, connaissaient cette partie du continent antarctique non gelée. Mais de mémoire d'homme, le pôle sud de la Terre a toujours pétrifié cette partie du globe sous une couche de glace colossale. Il n'y a donc que deux explications possibles. Soit le pôle sud était extrêmement décalé de celui que nous connaissons aujourd'hui, libérant de son emprise une partie des terres du continent antarctique, ce qui entraînerait des perturbations majeures sur l'axe de rotation de la planète. Soit la croûte terrestre n'était pas positionnée telle que nous la connaissons aujourd'hui, et les terres de la Reine Maude purent alors être placées sous des latitudes plus tempérées.
La seconde pièce du puzzle est une observation extrêmement pertinente concernant les infrastructures antiques de notre planète. Comme cela a été démontré dans d'autres vidéos magistrales, on peut observer que certaines des plus anciennes constructions de notre planète sont alignées sur un cercle de 40 000 km de long, soit la longueur de l'équateur terrestre. Il est vrai que tous les sites antiques ne viennent pas forcément se placer sur cette ligne, mais une quantité non négligeable de monuments, parmi les plus anciens et les plus massifs, répondent présents. Outre le fait que ces structures soient colossales et que nous ne saurions que difficilement les reproduire aujourd'hui, la plupart de ces sites ont un autre point commun. Nous ne savons toujours pas avec certitude à quand remonte leur construction. Certes, les versions officielles de l'archéologie nous offrent des dates, mais leurs preuves sont aussi floues que les contradictions sont nettes. Quoi qu'il en soit, les monuments placés sur cet équateur alternatif sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie, de précision de construction, de mathématiques et d'astronomie. Parmi ces sites, nous pouvons citer l'île de Pâques dans l'océan Pacifique, les sites de Pumapunku, de Cusco et de Tiwanaku en Amérique latine, les pyramides de Gizeh en Égypte ou l'ancienne ziggourate d'Our en Mésopotamie. Nous avons donc une ligne de construction antique de 40 000 km faisant le tour parfait de notre planète, tel un équateur, orné de monuments mégalithiques dont nous ignorons pour la plupart qui les a construits et quand. Cet équateur secondaire se trouve incliné de 30 degrés par rapport à notre équateur actuel et trace une ligne droite passant par l'île de Pâques et Gizeh. La troisième pièce du puzzle va nous être apportée par l'un des animaux les plus emblématiques de la préhistoire, le mammouth. D'ailleurs, savez-vous pourquoi il n'y a plus de mammouth ? Parce qu'il n'y a plus de papoute. Plus sérieusement, une découverte troublante a été faite par des trappeurs sibériens dans le permafrost au début du XXe siècle. Les restes d'un spécimen de mammouth retrouvé intact, prisonnier des glaces sibériennes depuis près de 12 000 ans. L'analyse des restes présents dans son estomac a démontré la présence de végétaux, congelés et non digérés. Ces plantes consommées juste avant le décès brutal de l'animal étaient d'origine continentale tempérée et non polaire. Cela nous révèle deux choses extrêmement importantes. D'une part, la mort de ce mammouth fut extrêmement rapide, puisque la congélation à l'origine de sa mort a littéralement pétrifié dans la glace jusqu'au contenu de son estomac. Le froid intense qui s'est abattu sur lui a donc été soudain et l'a probablement frappé en quelques minutes ou quelques heures tout au plus. D'autre part, l'origine des plantes retrouvées congelées dans l'estomac démontre bien que le climat de cette région n'était pas polaire et froid, mais tempéré. Un bouleversement radical du climat a donc eu lieu, au moins pour cette région, modifiant en quelques instants une zone géographique tempérée en un désert glacial. Mais ce n'est pas la seule clé que nous offre cette région de la planète et ses animaux légendaires. Toujours en Sibérie, un autre spécimen de pachyderme fut retrouvé intact, entièrement congelé. Les chercheurs se sont aperçus que, lors de la décongélation du corps, le sang se mettait à couler. Or, lors d'un décès, le sang coagule immédiatement après la mort et se fige en quelques minutes dans le corps, empêchant tout saignement post-mortem. Le fait que ce spécimen puisse encore posséder du sang liquide après décongélation démontre bien la rapidité avec laquelle il fut pris par un froid intense. Nous avons donc deux exemples précis d'animaux dont la mort par le froid fut si rapide que la nourriture de leur estomac et le sang de leurs veines n'ont pu être modifiés, et ce même durant des milliers d'années. Les mammouths vont encore nous offrir un dernier fait troublant quant à leur disparition. Imaginez un désert de glace, sans âme qui vive, et au beau milieu de ce paysage polaire, une digue de squelettes de mammouths,
dont les défenses magistrales s'entremêleraient pour former un mur retenant une rivière de boue sablonneuse congelée depuis des milliers d'années. Eh bien, c'est le macabre spectacle qu'a découvert Howald Heer, un naturaliste du XIXe siècle, sur une île qu'il découvrit dans l'archipel des îles aux ours, au nord de la Sibérie. Quelle catastrophe a pu entasser de cette manière des centaines d'animaux en les pétrifiant dans la glace? Une chose est sûre, c'est que cette muraille de squelettes d'animaux géants témoigne de la puissance et de la rapidité avec laquelle s'est abattu sur cette région un bouleversement climatique colossal. La dernière pièce de notre puzzle va être liée directement à la deuxième, puisqu'il s'agit de la disparition de la mégafaune du Pléistocène. Le Pléistocène est une des nombreuses périodes de l'histoire, et plus précisément celle qui précède l'Holocène, la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le Pléistocène démarre il y a environ 2,5 millions d'années et s'est achevé il y a 12 000 ans. Pour simplifier très grossièrement, le Pléistocène correspond à la dernière grande période glaciaire de notre planète. Pour ce qui concerne la mégafaune, il s'agit de l'ensemble des espèces animales de grande taille, généralement associées à l'ordre des mammifères. On considère comme faisant partie de la mégafaune tout animal dont la masse dépasse une quarantaine de kilos, ce qui correspond grossièrement à la taille d'un gros chien. Maintenant que les termes barbares ont été expliqués, vous aurez compris que la désignation de la dernière pièce de notre puzzle va concerner la disparition des grandes espèces d'animaux de la dernière ère glaciaire. Entrons un peu plus dans le détail. Si nous ne sommes pas en présence d'une extinction de masse comme pour celle des dinosaures à la fin du Crétacé, le Pléistocène a connu à son terme une véritable disparition massive des espèces de grande taille sur l'ensemble de la planète. Pour être plus précis, il y a 12 000 ans, d'innombrables animaux ont littéralement été éradiqués de la Terre en quelques dizaines d'années seulement. C'est ainsi que les mammouths, rhinocéros laineux, tigres à dents de sabre, paresseux géants, ours des cavernes, tatous géants, lions d'Amérique et autres loups géants n'existent désormais que dans les livres ou dans les musées. Vous allez me dire, mais c'est normal qu'ils aient disparu puisqu'il y a 12 000 ans, la Terre s'est réchauffée, mettant fin à l'ère glaciaire et anéantissant donc les espèces adaptées à cet environnement. Oui, mais non, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces espèces n'étaient ni adaptées ni issues de climats polaires, mais de climats tempérés continentaux. Certaines de ces espèces auraient donc parfaitement pu migrer vers le nord, plus frais, afin de perdurer jusqu'à nos jours. De plus, la fonte des glaces de la dernière ère glaciaire nous est présentée comme s'étendant sur des centaines, voire des milliers d'années. Or, ces espèces ont disparu très rapidement, en moins de 50 ans, corroborant davantage un bouleversement soudain de leur habitat et de leur environnement. Quand on examine la disparition de la mégafaune du Pléistocène, on constate qu'il ne s'agit pas seulement de quelques espèces emblématiques utilisées aujourd'hui dans les dessins animés pour enfants. Juste pour le continent nord-américain, on dénombre plus de 70 espèces de grande taille qui se sont éteintes brusquement. Cette extinction de la mégafaune ne concerne pas seulement ce continent, mais également l'Australie, l'Amérique du Sud et l'Europe du Nord. L'un des arguments généralement mis en avant pour expliquer la disparition de ces espèces est l'expansion ou l'arrivée de l'Homo sapiens dans ces environnements. Il est vrai que notre espèce a une fâcheuse tendance à faire disparaître les grands prédateurs, ou d'innombrables autres espèces, dès lors que nous arrivons sur un nouveau territoire. Mais il y a 12 000 ans, les Homo sapiens n'excédaient pas les 5 millions d'individus sur l'ensemble de la planète. Et notre équipement était quelque peu moins destructeur qu'aujourd'hui. Si une chasse massive et intensive
a pu faire disparaître quelques espèces au nombre d'individus limité et géographiquement très localisé, il est peu probable que nous soyons responsables de la disparition de la mégafaune du Pléistocène sur l'ensemble de la planète et en moins de 50 ans. Il paraît donc évident que la planète a connu, il y a environ 12 000 ans, un bouleversement soudain, brutal, qui a non seulement modifié les environnements et les écosystèmes, mais aussi entraîné la disparition rapide de centaines d'espèces animales de grande taille. Que nous révèlent donc les pièces de notre puzzle ? En s'appuyant sur les recherches et théories de Charles Hapgood, un universitaire et écrivain américain diplômé d'Harvard, on peut en déduire que notre planète a tout simplement connu un basculement de la croûte terrestre. Afin de mieux interpréter ce phénomène, il faut comprendre que la croûte terrestre de notre planète, proportionnellement plus fine qu'une coquille d'œuf, repose et flotte littéralement sur un lit de magma visqueux. Dès lors, l'intégralité de cette croûte terrestre peut basculer, tourner sur elle-même, déplaçant de ce fait des continents entiers sur plusieurs milliers de kilomètres. Mais il ne s'agit pas de basculement des pôles magnétiques ou de l'axe de rotation de la Terre. Nous parlons bien ici d'un basculement de la croûte terrestre sur le manteau de magma de la couche inférieure. Les pôles nord et sud, liés à l'axe de rotation de la planète, engendrant les climats polaires, restent fixes, et ce sont donc de nouvelles terres qui viennent brusquement se placer sous des latitudes glacées. Selon cette explication, il y a 12 000 ans, la croûte terrestre était positionnée à 30 degrés d'inclinaison par rapport à l'équateur d'aujourd'hui. Les terres émergées, les continents, étaient somme toute assez proches de ceux que nous connaissons aujourd'hui, mais les différentes zones climatiques étaient quant à elles bien différentes. Puisque l'équateur s'étendait du Moyen-Orient au Pacifique Sud, l'Afrique du Nord et la péninsule arabique étaient alors sous un climat tropical, tandis que l'Amérique du Nord, abritant alors le pôle Nord, était littéralement une zone polaire recouverte de glace. Cette configuration libère également de l'emprise des glaces du pôle Sud une partie de l'Antarctique, et plus précisément la péninsule antarctique et l'ouest des terres de la Reine Maude, se plaçant alors sous un climat continental tempéré. Le basculement soudain de la croûte terrestre, il y a 12 000 ans, propulse alors certains territoires en zone polaire, emprisonnant quasi instantanément dans la glace des animaux avec leur nourriture non digérée dans l'estomac. La prise rapide du froid polaire gèle le flux sanguin, empêchant ainsi toute coagulation liée à la mort des animaux. Pour tous ceux qui ne se retrouvent pas prisonniers dans les glaces du nouveau pôle Nord, les innombrables cataclysmes qui suivent ce basculement provoquent tsunamis, tremblements de terre et éruptions volcaniques en série, entassant les carcasses de centaines d'animaux comme une barrière mortuaire. Les modifications de climat qui suivent ce basculement de la croûte terrestre provoquent alors la disparition massive des grandes espèces de la planète, principalement vers les régions les plus proches des anciens et nouveaux pôles. C'est ainsi qu'en moins de 50 ans, des centaines d'espèces de mammifères géants vont s'éteindre, victimes des nouvelles conditions climatiques liées au nouveau positionnement de l'écorce terrestre. Si cette théorie peut paraître issue de la science-fiction hollywoodienne, il faut savoir que les recherches de Charles Hapgood ont été soutenues par l'un des plus brillants esprits de notre époque, l'illustre Albert Einstein, qui appuya les propositions d'Hapgood et la véracité de ses propos. Concernant la seconde pièce de notre puzzle venant appuyer cette théorie, l'équateur penché arborant les constructions antiques mégalithiques, nous entendons déjà les détracteurs hurler et bondir sur leurs sièges. Mais cet argument a parfaitement sa place dans cette vision de l'histoire, même s'il mériterait une vidéo lui étant uniquement dédiée, tant sur la raison de ce positionnement géographique que sur les civilisations capables de réaliser de telles constructions. Quoi qu'il en soit,
Tout semble donc nous démontrer que l'histoire géologique de notre planète ne fut pas aussi calme et lente que la gentille dérive des continents nous le propose, s'effectuant sur des millions d'années. De brusques modifications sont possibles, et les vestiges qu'un tel cataclysme s'est déjà produit sont encore visibles aujourd'hui. Nous ignorons toujours les raisons qui auraient pu être à l'origine de ce basculement de l'écorce terrestre. Que ce soit la fonte des glaces liée au réchauffement climatique de la fin de l'ère glaciaire, modifiant la répartition des masses de la croûte terrestre, une réaction naturelle à un rythme de vie interne de la planète, ou une raison astronomique extérieure, nous possédons les preuves que le visage de la Terre que nous connaissons aujourd'hui n'est âgé que de quelques milliers d'années. La période qui a suivi ce bouleversement planétaire a permis à notre espèce de s'étendre sur le monde entier et de poursuivre un développement démographique, intellectuel et technologique, nous conduisant jusqu'aux portes de l'espace. Mais le prix à payer pour cette fulgurante réussite ressemble beaucoup à une amnésie très handicapante.